Les transports, c'est le secteur numéro 1 en termes d'émissions de CO2 en France aujourd'hui. C'est hyper excitant de vivre cette transition majeure et d'avoir le sentiment d'avoir un impact aussi qui est quand même assez important. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Aurélien Lemot, qui est cofondateur et CEO de la start-up française Electra, basée en France. Salut Aurélien, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'Electra. Il y a le t-shirt, maintenant vu qu'on est filmé, on peut voir, donc c'est parfait, c'est bien brandé. Tu vas nous raconter un peu l'aventure Electra, tu vas nous raconter un peu l'origine du concept, là où vous allez vous projeter dans les prochains mois et les prochaines années. Si tu veux bien, pour commencer, peut-être nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Aujourd'hui, tu travailles avec 2 associés. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, nous parler un peu de toi, ton petit CV, le petit CV de l'invité. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Aurélien, j'ai 36 ans. J'ai 3 enfants, 3 filles, plutôt en bas âge. Et j'ai fait des études de commerce, donc à l'EM Lyon. Je fais une business school, donc ça c'était il y a à peu près 13-14 ans maintenant. Et j'ai monté une première boîte en 2010 que j'ai cofondée avec un copain de l'école qui s'appelle Antoine, on pourrait y revenir tout à l'heure. Et donc la société s'appelle Cheers et on a développé ça pendant une dizaine d'années. Donc là c'est de l'impression de photos, donc du e-commerce. Et puis il y a 3 ans maintenant, avec Augustin et Julien, on a monté Electra, qui est une société de stations de recharge ultra rapide pour les voitures électriques, avec l'objectif de faciliter la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Et là aussi, je pense qu'on pourrait y revenir. Donc, très heureux d'être là. Cheers, je pense que tout le monde connaît, ou en tout cas a entendu parler de la solution de photo. Donc, entrepreneur dans l'âme, entre guillemets, tu lâches une boîte, t'en remontes une autre. C'est quoi l'état d'esprit ? Sachant que là, le sujet de l'électrique, il est un peu plus que business, il est aussi un peu lié à un engagement sociétal, à une vision du monde, à un enjeu plus global. Est-ce que c'est un élément qui est venu en tête, que tu as eu en tête quand tu as décidé de lancer ça, ou c'est venu après Ouais, je pense que d'abord, tu vois, fondamentalement, moi j'ai un driver en moi, enfin j'ai vraiment j'aime beaucoup monter des projets avec des gens, construire, tu vois, ça, je sais pas, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et qui me motive énormément. Et donc, je savais que à la fin de Cheers, tu vois, j'ai fait 10 ans chez Cheers, donc 10 ans, c'est un certain temps, et je savais que j'avais envie de me relancer et de remonter un projet. Je l'ai fait plus rapidement que prévu, puisque j'ai fini chez Cheers le 31 mars 2021, et le 1er avril, j'étais dans un WeWork rue de Madrid sur le projet Electra. Donc, j'ai vraiment enchaîné, parce que je me suis senti vraiment hyper animé par ce projet, j'avais envie d'y aller, j'avais une connexion, un alignement très très fort avec ce qu'était ce projet. Et pourquoi j'y suis allé ? Parce que il y a de la mobilité, c'est un sujet qui me passionne énormément. J'ai suivi avec gourmandise presque toutes les innovations dans la mobilité sur les 10 dernières années, que ce soit Uber, Blablacar, les voitures en autopartage, les trottes, les scouts, la capacité de louer ta voiture avec une app mobile, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Et donc ça, c'était un mix entre ce volet mobilité qui m'intéresse énormément, du B2C, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant et j'aime beaucoup travailler sur des projets sur lesquels, tu vois, ça parle aux gens, en fait. C'était le cas dans la photo avec Cheers et c'est le cas aujourd'hui sur la voiture électrique. Et parce qu'il y a un sujet industriel, infrastructure, opérationnel, sous-jacent qui est très, très fort. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. C'est craquer une problématique opérationnelle industrielle forte pour arriver à créer une expérience utilisateur qui est vraiment béton et waouh. C'est ce qu'on a essayé de faire chez Cheers et ce qu'on essaie de faire là chez Electra. Tu peux nous pitcher Electra concrètement, ce que vous proposez et à qui ? Ouais, nous on déploie dans 8 pays en Europe maintenant, donc en France et dans d'autres pays, des stations de recharge ultra rapide pour les voitures électriques. Donc c'est des puissances entre 150 et 400 kW et c'est ce qui te permet, tu as grosso modo des superchargers, et c'est ce qui permet de charger une voiture électrique en une vingtaine de minutes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu as 39 millions de véhicules légers en France et à peu près 900 000 voitures électriques. Donc l'objectif, c'est de faciliter la transition vers la voiture électrique. Aujourd'hui, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens achètent encore des voitures thermiques et non pas des voitures électriques. Un, c'est parce que le coût des voitures électriques est plus cher que les voitures thermiques. Ça, c'est en train t'as vu l'espèce de guerre des prix entre Tesla et tous les nouveaux acteurs du véhicule électrique. C'est en train de converger avec l'industrialisation aussi des gigafactories de batteries. On a des coûts de voitures électriques qui vont baisser.
C'est déjà le cas, mais ça va encore être plus le cas dans les années à venir. Et le deuxième élément, c'est les gens te disent la recharge. Comment ça se passe, combien ça coûte, à quelle vitesse ça charge, est-ce que c'est facile de se recharger, etc. Et il y a tout un mythe de les stations sont pleines, c'est difficile, ça marche pas, c'est trop lent. Et moi, je suis absolument convaincu d'une chose, c'est que si tu veux embarquer les gens, il faut que ça soit simple, fluide, efficace. Si tu dis aux gens, allez sur la voiture électrique parce que c'est extrêmement vertueux, c'est moins 70% sur les émissions de CO2, on évite d'aller extraire du pétrole à l'autre bout du monde, etc., tu vas motiver 5-10% des bons élèves. Mais si tu leur dis, regardez, en fait, c'est hyper simple, c'est très facile à utiliser, il n'y a pas d'organisation logistique particulière parce que c'est très rapide, là, je pense que tu vas pouvoir faire commute 80% des gens. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec un produit qui est rapide, très simple à utiliser, assez digital aussi, peut-être qu'on y reviendra. Le but, c'est qu'en fait, tu puisses piloter ça depuis ton téléphone, que ça soit intégré potentiellement avec l'outil de navigation de ta voiture. Enfin, c'est vraiment que tu as un parcours ultra simplifié, parce qu'aujourd'hui, les kilowattheures, les kilowatts, etc., ça parle pas beaucoup aux gens, donc on veut simplifier la démarche. Oui, à l'instar d'un plein de voitures, c'est simple, tu vas à la pompe, c'est réglé. C'est assez bête, mais la mécanique, elle est très simple. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle d'autonomie beaucoup sur la voiture électrique ? Parce que derrière, il y a une petite inquiétude sur la recharge. Si aujourd'hui, quand tu parles de voiture thermique, personne ne te parle d'autonomie. Parce qu'en fait, tu t'en fous parce que tu peux te recharger, enfin, tu peux faire ton plein en 3 minutes, partout, de manière très très simple, juste avec ta carte bancaire. Et donc, si tu recrées ces conditions, bah, t'as plus forcément ce sujet d'autonomie un peu angoissant, avec en plus l'idée que on fait... Pourquoi les voitures électriques, elles sont chères aujourd'hui ? Parce que les batteries, ça coûte cher. Et pour rassurer les gens d'une certaine manière, les constructeurs automobiles vont avoir tendance à faire des voitures avec des grosses batteries qui te permettent de faire 5, 600, 700 km d'autonomie. Mais si tu as 300 km d'autonomie et que tu peux recharger très rapidement, c'est plus un sujet, c'est plus un problème. Donc ça baisse le prix, ça permet une empreinte carbone aussi qui est plus faible, et je pense que c'est vertueux pour tout le monde. Donc il faut qu'on ait cet écosystème, et il faut que ça soit attractif, tu vois. C'est un peu ce que Tesla a fait dans les voitures. Tesla, ils ont dit, les gens, ils achètent pas des Tesla parce que c'est écologique, grosso modo. Ils achètent des Tesla parce que c'est sportif, c'est sympa, c'est tech, c'est cool. Et nous, on pense que c'est le meilleur moyen d'embarquer les gens. Donc, on fait un produit qui est tech, sympa, rapide, cool, sexy. Et ça fait partie de la proposition de valeur d'Electra, très clairement. On fera jamais de la marque blanche avec un truc lambda. On veut aussi qu'il y ait cette notion de produit. En tout cas, je pense que c'est le sentiment d'appartenance des gens dans la boîte d'Electra, c'est on fait un beau produit qui est bien, dont on est fier, et c'est le produit Electra. Ça se ressent, c'est exactement, enfin, c'est ce que je me disais quand je voyais vos produits sur votre site, avec il y a un design, ça se sent que c'est bossé, c'est pas la borne blanche avec le petit logo bleu, non, mais tu vois, ça se voit. Tu sens qu'il y a un objectif de vente, mais tu sens qu'il y a un objectif aussi de rendre un produit clean, parce que souvent une borne blanche toute simple, bah, c'est moche. Alors là, je pense que ça a été fait, ce boulot-là de design. Sur le client, c'est du B2B2C, c'est j'ai regardé les restos, c'est les entrepreneurs, les entreprises, auprès de leur communauté d'acheteurs et de consommateurs. Ouais, alors, nous, on a ce qu'on appelle les partenaires. Donc, les partenaires, ça va être les parkings sur lesquels on va installer des stations. Donc là, c'est les villes ou c'est les parkings privés Alors, c'est plutôt des parkings privés, mais qui sont ouverts au public. Donc, ça va être des restaurants, des hôtels, des centres commerciaux, des supermarchés, des retailers, tu vois, des gens qui ont des parkings sur lesquels on dit, en fait, de toute façon, des bornes, vous devez en mettre sur votre parking du fait de la loi l'homme. Nous, on va investir, on va créer un service de recharge qui est extrêmement performant, qui va du coup attirer du monde, et vous allez avoir un service... Bah, et les gens, en plus, quand ils chargent 20 minutes, bah, du coup, ils vont boire un café. Oui, c'est ça, ça peut être aussi ça attire du flux. Un accélérateur. Plutôt que le faire par contrainte, en mettant 3 bornes au fond du parking pour dire je suis en conformité avec la loi l'homme, on leur propose d'en faire une force et justement que ça soit différenciant par rapport à 2 enseignes. Donc ça, c'est les partenaires. Et ensuite, le client final, donc celui qui vient se recharger et prendre des kilowattheures pour recharger sa voiture, c'est d'un côté des particuliers. Donc, ça va être des gens qui sont ce qu'on appelle en route, donc qui font un trajet, ou des gens qui n'ont pas de prise à la maison, soit parce qu'ils sont locataires, ils veulent pas investir, faire les démarches, soit parce que ils n'ont pas de parking, tout simplement. Et d'un autre côté, il y a le B2B,
Donc ça, c'est les flottes professionnelles. Donc on a un partenariat, par exemple, avec G7, première compagnie de taxi en France, avec Europcar, avec Sixt, avec des gens qui font de l'autopartage, avec des gens qui font de la logistique. Toutes ces flottes pro, elles vont passer massivement à l'électrique de manière très rapide. Les pros, un taxi fait 80 000 km par an. Donc en fait, ils changent de véhicule beaucoup plus fréquemment qu'un particulier. Donc eux vont passer très vite à l'électrique. Et le but, c'est de leur dire, ça va pas gêner votre activité parce qu'en fait, vous allez avoir des possibilités de recharge partout qui sont très rapides. Et vous travaillez en termes de distribution et de réseau, avec qui vous travaillez pour installer vos box de rechargement? Vous travaillez avec les acteurs principaux de distribution d'électricité ou de... Ouais, en France, il y a un monopole national donc, qui est celui d'Enedis, qui est une filiale d'EDF. Et en fait, c'est Enedis qui te fait la connexion au réseau. Donc, on a nos propres points de livraison, en fait. Et on bosse super bien avec Enedis. La chance qu'on a, c'est qu'Enedis, en fait, c'est un guichet unique pour toute la France. Alors que tu vois, par exemple, en Suisse, tu as 700, ce qu'on appelle DNO. Donc, c'est des distributeurs d'électricité. Donc, ça multiplie quand même le nombre d'interlocuteurs et de démarches que tu dois faire. Donc, en France, on a quand même cette forme de simplification de notre État un peu jacobin, centralisateur, dans lequel tu passes par Enedis. Et donc, on bosse assez bien avec eux au niveau national, au niveau régional. Aujourd'hui, c'est quoi le côté le plus excitant pour toi dans le job? Parce que j'imagine qu'il y a eu des belles aventures avec Cheers. Là, il y a eu la nouvelle boîte qui est arrivée, qui s'est bien développée. Il y a eu une levée de plusieurs millions, 15 pour être exact, en 2021, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a été le plus excitant pour l'instant chez Electra? Ouais, on a fait une première levée de fonds de 15 millions en 2021, une levée de 160 millions en 2022. Et ce qui est grisant, c'est d'être sur un marché où en fait tu vis de l'intérieur la transition massive vers l'électrique, qui est quand même un truc massif. En fait, il y a 3 trucs à faire si on veut tenir nos objectifs en termes de décarbonation, le Fit for 55 horizon 2030 et le Net Zero en 2050. C'est transformer notre système de mix énergétique, pas tellement pour la France parce qu'on a du nucléaire qui est très peu carboné, mais pour tout un tas d'autres pays qui sont en train de massivement investir dans les renouvelables. Et en France, on fait aussi du renouvelable, bien sûr. C'est mix de production énergétique. 2, c'est tout ce qui est pompe à chaleur pour essayer de se débarrasser un maximum du gaz. Et 3, c'est électrification massive, et notamment dans les transports. Les transports, c'est le secteur numéro 1 en termes d'émissions de CO2 en France aujourd'hui. C'est 31% des émissions de carbone. Et c'est le seul secteur qui a des émissions qui ne sont pas décroissantes. Donc, tu as toute la mobilité en France qui tourne au pétrole. Les avions, les bateaux, les camions, les voitures, une grande partie de la mobilité motorisée, j'entends, à l'exception du train qui est en majeure partie électrifié. Et donc, c'est hyper excitant de vivre cette transition majeure et d'avoir le sentiment d'avoir un impact aussi qui est quand même assez important. De te dire, si j'arrive à faire shifter, parce que le sujet de l'électrique, c'est pas est-ce qu'on va y aller? C'est quand? C'est quand? Est-ce qu'on va mettre 30, 40 ans à faire ce shift? Ou est-ce qu'on peut y aller plus vite? Justement, en faisant en sorte que les gens, ils n'y aillent pas contraints et forcés par les ZFE, les malus et les coups de bâton, mais plutôt qu'ils aient envie d'y aller. Et moi, je prêche en permanence le fait de dire tous les gens qui ont un peu un a priori sur la voiture électrique, allez-y, testez une voiture électrique. C'est silencieux, c'est hyper agréable à conduire. Tu peux te recharger, je pense aujourd'hui, d'une manière très simple, très fluide. Tu peux suivre ça depuis ton téléphone. Tu arrives, tu prends le pistolet, tu te branches chez Electra, tu n'as rien à faire. Tu sors même pas une carte bancaire, tu pianotes pas sur la borne. C'est un système qu'on appelle l'auto-charge. Il y a tout un système, un écosystème d'innovation autour qui est hyper, hyper, hyper riche. Parce que, faut pas me lancer là-dessus, je peux te faire 4 heures, mais à la différence du plein d'essence, où en fait tu n'as pas de connexion, une borne de recharge, c'est un device qui va parler avec une voiture qui est un autre device, est un échange de flux informatique entre les deux, qui est aussi connecté à des plateformes de paiement, de roaming, éventuellement si tu utilises des passes de recharge, etc. etc. Donc tu as beaucoup de possibilités du point de vue de la techno et de l'innovation. Et donc on a une équipe de 40 personnes qui s'appelle l'équipe Product and Engineering, de manière à pouvoir être très fort sur ces sujets-là, et je pense que c'est le rôle des pure players comme Electra, à la différence peut-être des oil and gas et des acteurs historiques. Toi, tu m'as dit que tu es diplômé de l'EM Lyon, donc tu es plutôt la facette business et commerciale, ou l'aspect tech et plutôt ingénierie te branche aussi? Je pose la question parce que souvent dans ce type de boîte, il y a plusieurs profils à la tête, le côté un peu plus technique, le côté un peu plus market-vente. Toi, tu es lequel? Alors moi, ma formation, effectivement, c'est plutôt une formation business. Maintenant, moi, je suis très très proche du sujet du produit, parce que moi, à titre perso,
le meilleur truc que quelqu'un puisse me dire, c'est je me suis chargé avec Electra, c'est de la balle, c'est génial. Ça, c'est le meilleur truc. Beaucoup plus que ah super, vous êtes beaucoup dans la boîte, faites des levées de fonds, des machins et tout. La qualité du produit et le fait d'avoir un produit qui est un peu waouh, c'est mon truc à moi. Et donc forcément, je suis très attentif à ce sujet-là. Maintenant, effectivement, j'ai un associé donc, qui s'appelle Julien, qui a une expérience et une formation d'ingénieur et qui s'occupe de toute la partie opération, qui est énorme chez nous, puisque c'est des sujets industriels absolument majeurs chez Electra. Et moi, mon rôle, et c'est aussi mon expérience de chez Cheers, c'est un peu l'organisation de la boîte. Et ça, le plaisir que j'ai de monter Electra aussi, c'est de capitaliser sur tout ce qu'on a fait chez Cheers. Parce qu'en fait, que tu vendes des photos ou de l'électricité, à la fin de la journée, tu dois recruter des gens, lever des fonds, organiser ta boîte avec, tu vois, des process, des outils internes, une communication interne. Tu dois trouver des bureaux, tu dois faire tout un tas de trucs, en fait. Et quand tu as ce petit bagage et cette boîte à outils, ça t'aide beaucoup. Et j'ai une question qui revient à chaque épisode, mais est-ce que c'est dur d'entreprendre? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de compliqué? Si oui, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de l'engagement ou est-ce que non, c'est pas dur et c'est que du plaisir? C'est dur et c'est pas dur. C'est dur parce que c'est beaucoup d'investissement. T'as des bonnes et des mauvaises nouvelles tous les jours. C'est très intense. Moi, ce que j'aime aussi, si tu me parlais de c'est quoi mon driver, j'aime cette intensité en fait. Ce côté, quand tu scales une boîte, on a démarré il y a 3 ans, on est 160 dans la boîte, on est dans 8 pays. Moi, je passe 1 à 2 jours par semaine dans les pays justement. C'est hyper intense. Et c'est ça qui est grisant, je trouve. Donc c'est dur parce que physiquement, tu mouilles le maillot, parce qu'il y a 10 000 challenges et il y a des problèmes tous les jours. Mais en même temps, je vais pas dire que j'ai pas l'impression de travailler parce que je mets beaucoup d'heures, mais j'aime tellement ce que je fais que je trouve que c'est vraiment un des piliers qu'on a, je pense, chez Electra. Il y a beaucoup de gens qui sont très passionnés par ce qu'on fait. Et le driver passion, il est très très fort chez nous. Le côté mobilité, infrastructure, transition énergétique, c'est des sujets qui sont passionnants. Je pourrais te déplier tout le volet sur l'énergie, la partie renouvelable, le mix énergétique, comment est-ce qu'on se raccorde, les certificats, comment est-ce qu'on s'organise là-dessus. C'est très riche, c'est passionnant. T'as le sentiment d'amener du sens aussi, parce qu'on se pose beaucoup la question de ceux qui entreprennent, qui montent des boîtes un peu en sortant d'école, et malgré tout, t'es ce format un peu cliché, tu vois, du mec qui a fait école de commerce. Ouais. Mais est-ce que et du coup, qui parfois manque de sens et perdent un peu de sens, et la boîte, elle ferme au bout de 3 ans. Toi, c'est des succès, c'est sympa, ça évolue. Là, tu arrives sur un nouveau sujet qui est peut-être plus, je peux pas dire plus sérieux, mais plus engageant, plus demandeur d'engagement physique, et on veut se projeter, on veut que la boîte monte, parce que c'est pas qu'un business, c'est aussi une solution pour le monde de demain. On en parle beaucoup. Est-ce que tu as le sentiment de redonner du sens déjà à toi? Est-ce que tu as plus de sens dans ta vie, dans tes jours, dans tes missions de tous les jours, et surtout pour ton équipe, est-ce que tu as le sentiment de leur amener, alors vous avez un taf chez nous, mais il est important, pas que pour nous ramener de l'argent, mais pour faire évoluer la société dans laquelle on est. Je prends des grands mots, mais est-ce que tu as ce sentiment-là? Bien sûr, mais c'est... Moi, si tu veux, je sais pas si tu connais un discours de Steve Jobs dans lequel il parle de connecting the dots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a un alignement, toute sa construction personnelle, ses motivations, ses valeurs, ses moteurs intellectuels, tout se rejoint sur un projet. Moi, c'est exactement ça que j'ai avec Electra. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aime, tout ce qui m'intéresse, c'est là. Donc parfois c'est dévorant et il faut que je fasse un petit peu attention. Et j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui m'aide beaucoup pour arriver à gérer ça. Comment on fait justement? Parce que tu m'as parlé de 3 enfants, a priori. Je vois une alliance au doigt. Comment on fait? On en parlait dans d'autres épisodes, de prendre de temps, de bien dormir aussi, et de s'entretenir. On fait comment en fait pour avoir une deuxième boîte après avoir vendu la première, qui grandit, qui recrute? On fait quoi? Je termine juste, excuse-moi, je reviens tout de suite là-dessus, mais sur le premier point qui est que moi, à titre perso, je suis totalement, tu vois, j'ai cet alignement très très fort. Je pense que c'est aussi le cas pour les gens dans la boîte. Tu disais le côté un peu sens, parce qu'en fait, tu peux avoir un impact qui est massif, mais massif. Une voiture électrique par rapport à une voiture thermique,
sur l'ensemble du cycle de vie, fabrication de la voiture compris, en France, c'est entre 60 et 80% d'émissions de carbone en moins. C'est 2 fois moins de particules fines. Enfin, c'est du bon sens. Tu vas pas forer du pétrole à l'autre bout du monde pour le transporter, le raffiner. Tu as l'électricité locale, t'en produis, elle est décarbonée, tu l'utilises. Enfin, c'est vraiment... je pense que pour toute la boîte, c'est un driver qui est hyper important. Mais on se gargarise pas du fait en interne de se dire « Super, on est en train de sauver le monde ». On est surtout très, très concentré sur le fait d'avoir des résultats. Sur le fait de dire « Nous, on veut devenir un acteur important ». On part du principe que c'est un écosystème qui est un peu nouveau, dans lequel c'est pas forcément aux acteurs historiques de réinventer cet écosystème-là. De la même manière qu'un Tesla, c'était pas un acteur historique, c'est un nouvel acteur qui a apporté des choses différentes, tu vois, et qui a vraiment tiré le truc vers le haut. Je pense que nous, c'est ce qu'on essaie de faire modestement sur la partie recharge. Et comment on fait ? On veut la recette, hein. C'est dur. C'est dur parce que c'est vrai qu'en termes de temps, encore une fois, je te dis, j'ai la chance d'avoir ma femme qui est hyper supportive, qui comprend aussi, ça fait maintenant quasiment 15 ans qu'elle est avec un entrepreneur qui est vraiment dans son truc, qui comprend que là, je suis en phase de décollage. Donc, c'est vraiment le décollage de la fusée, le fait de sortir le truc de terre, ça prend une énergie de dingue pendant au moins les 3-4 premières années. Et donc, elle comprend ça, et c'est vrai que, du coup, elle compense pas mal, et on s'organise de cette manière-là. Et après, j'essaye d'optimiser au maximum mon temps. Mais ce qui est dur aussi, c'est... Moi, la raison pour laquelle je me suis lancé de manière aussi rapide, entre guillemets, entre les 2 projets, c'est que je suis pas quelqu'un qui fait des coups, tu vois, tu me disais, ouais, le gars qui sort d'école de commerce, qui monte sa boîte et tout, tu sais, le truc classique, tu sors, tu montes une boîte de cigarettes électroniques ou de, j'en sais rien, de trucs un peu à la mode. Moi, je pense que c'est pas ma façon de faire. J'ai fait 10 ans chez Cheers, j'ai adoré ça. Ce sujet B2C, c'est fantastique. Tu parles, tout le monde a des photos chez soi, donc c'est un sujet, tout le monde a des photos dans son téléphone, c'est génial. Et là, Electra, c'est pareil, tu vois, c'est un truc. Donc, je sais pas ce que je vais en tirer à titre personnel en termes de business. Ce que je sais, c'est que c'est hyper exaltant, c'est passionnant, et c'est un projet de long terme. On verra ensuite ce qui se passe, tu vois. On verra ce qui se passe dans le futur. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse justement un petit bond dans le passé. C'est une question que j'aime beaucoup. Si tu croisais le Aurélien d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Est-ce que tu as un message à lui faire passer ? Fais attention, accélère là-dessus, ralentis sur d'autres choses. Tu te dirais quoi ? Je me dirais un truc, c'est écoute pas trop les experts. Parce qu'en fait, quand tu écoutes les experts, ils ont... tu vois, des convictions profondes qui sont sur un logiciel qui, potentiellement, n'est pas le nouveau système de demain. Et quand tu écoutes des experts qui te disent « Ouais, mais ton business, tu vois, il y a telle et telle faiblesse », ça peut faire assez mal, en fait. Tu te dis « Ah putain, le mec, il est dans l'industrie depuis 20 ans, 25 ans, et puis il croit pas à mon truc. » Tu rentres, t'es dépité, ça te met vraiment mal. Et en fait, je pense qu'il faut pas trop les écouter. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je pense que l'instinct et l'intuition, tu sais, on parle beaucoup de, ouais, on est des boîtes robotisées, ultra data-driven. Ok, c'est bien, tu vois, nous, on a une boîte qui est data-driven, mais à la fin de la journée, la data, c'est un point de vue. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance à son instinct. Et moi, c'est, tu vois, un peu ce que j'ai fait avec Electra. Je me suis dit, ok, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. On va dérouler la pelote, on va voir où ça nous mène, et on y va à fond. Donc, je pense que je me dirais ça. Et voilà. Ok, écoute, le message est passé. Aujourd'hui, vous êtes combien exactement dans la boîte, tu m'as dit ? On est 160. 160. Est-ce que c'est un job que t'aimes bien, le côté RH ? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a la casquette de chef d'entreprise, du coup, la casquette un peu aussi de RH, ou en tout cas, tu rencontres des gens, tu gères des gens. Est-ce que c'est une casquette qui te plaît ? Est-ce que c'est facile à gérer ? Comment tu arrives à t'occuper de ces gens-là qui sont avec toi chez Electra, sachant que c'est de l'humain qu'on gère ? Ouais, moi j'aime ça. Chez Cheers, on était 150 à peu près aussi. Je suis pas fait pour me dire j'ai monté un business, il tourne tout seul, il y a très peu de people, ça fait du cash, tu vois. Ce que j'aime, c'est justement l'aventure collective, d'être avec des gens brillants, intelligents, avec qui tu traverses. Tu vois, c'est la phrase de Jean d'Ormesson, hein, merci pour les roses, merci pour les épines. Ouais, il y a des moments durs, mais c'est ça qui crée des relations
Et ce qu'on vit avec les gens d'Electra aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, 20 ans, on en reparlera et ça sera des, tu vois, ça apporte humainement énormément. Donc moi, j'aime ça. Évidemment, il y a du challenge. Maintenant, je pense que la chance qu'on a, c'est que on a levé un peu de capital et d'argent. Donc, on a aussi les moyens de pouvoir embarquer des gens qui sont de très, très bon niveau, qui sont aussi des gens qui sont motivés par le projet parce qu'ils voient la dimension transition énergétique qui les attire. Donc, on a des profils qui sont exceptionnels. On a des gens, je pense que l'atout numéro 1 d'Electra, la raison pour laquelle on est sur une bonne trajectoire depuis 3 ans, c'est qu'on a une qualité d'équipe qui est reconnue sur le marché comme étant vraiment excellente. Que ce soit nos partenaires fonciers, que ce soit tous les partenariats, on en a fait plein, on a des partenariats avec Stellantis, avec Honda, avec MG, on a gagné des deals avec Accor, avec avec Europcar, avec plein de monde, tu vois. Et je pense que ces gens-là, ce qu'ils aiment, c'est bosser avec des gens motivés, réactifs, parce qu'ils voient, ça transpire qu'on aime ce qu'on fait. C'est ça qui les attire, je pense. C'est les secteurs aussi qui, malgré tout, sont très codifiés. Tu me parles de grandes distrib, d'automobiles. Ils ont des codes depuis des années qui changent pas tellement. Malgré les envies des populations et des enjeux, vous arrivez avec une solution qui bouscule un peu quand même, je pense. Ouais, tu vois, ça c'est un bon sujet parce que typiquement c'est un truc qu'on a en interne, c'est cette double face, c'est deux faces d'un côté la partie industrielle, opérationnelle, tu vois, qui est plutôt classique entre guillemets, et de l'autre le côté plus start-up entre guillemets, c'est-à-dire la partie logiciel, produit, marque, etc. Et c'est de coupler les deux qui est vraiment intéressant. Et ce qui se passe en France, c'est que tu as une fracture, je pense, assez importante entre des grands groupes et des startups. C'est deux mondes qui se parlent pas beaucoup et qui se comprennent pas. Dans la startup, le grand groupe, tu vois ça comme des gens en costard à la défense qui sont hyper lents. Et dans le grand groupe, tu as l'impression que c'est des mecs en hoodie qui jouent au baby-foot et qui crament du cash. Et c'est assez, je pense, parce que c'est récent, parce qu'il y a eu des excès dans les startups, parce que du coup, il y a une méfiance du côté des grands groupes. Aux États-Unis, t'as pas ça, parce que les plus grands groupes du pays, ce sont des startups d'une certaine manière. C'est les GAFAM, tu vois. Donc, t'as ce bridge qui s'est déjà créé. En France, CAC 40, t'as pas beaucoup encore de startups, on peut dire. Et donc, moi, j'aime bien le côté un peu infratech. C'est-à-dire qu'on essaye d'allier les deux. Nous, on n'est pas une startup, quoi. Au sens, on fait du quick and dirty dans le garage, on a le baby-foot. Je pense qu'on est une boîte qui scale vite, qui a des codes de boîte qui itère, qui se remet en question, qui est très agile, donc de start-up. Mais je pense qu'il y a aussi un mindset start-up qui, moi, me plaît moins et que j'ai pas envie qu'on ait chez Electra. Donc, tu feras attention à garder ça aussi. C'est important, je pense aussi, à transmettre auprès des... Le côté très court-termiste, parfois un peu... Évidemment, j'adore l'écosystème des startups. Je pense que c'est passionnant. Non, mais le coup de com', comme tu dis, les levées, les coups un peu de projecteurs. Voilà, le côté un peu, il y a beaucoup d'opportunisme. Voilà. Donc c'est un secteur qui est fascinant. Je pense qu'il y a eu des excès qui sont en train d'être corrigés. Et je pense que le plus on peut essayer de bridger la vision un peu grand groupe startup en montrant que les startups, c'est des boîtes agiles, mais c'est pas des boîtes qui font n'importe quoi. C'est des boîtes aussi organisées. Bah, le mieux, ça sera parce qu'en fait, à la fin de la journée, ce qui va se passer quand même, c'est que tu vas avoir des startups qui seront des scale-up, qui seront in fine exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, les plus grands groupes du pays. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais sur ta personnalité ? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneur prend du recul, normalement, il regarde un peu d'où il vient, il fait le point, et parfois, ça nous amène à nous dire, tiens, j'aurais peut-être pas fait ça de cette manière-là, mon côté un peu je gère tout, mon côté justement j'arrive pas assez à déléguer. Enfin, est-ce qu'il y a un côté que tu essayes de travailler, qu'on doit avoir en tête, parce qu'en tant que patron d'entreprise, on travaille toujours à s'améliorer pour être bien auprès de ses clients, bien auprès de ses équipes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais chez toi ? Ou que t'as pas envie de changer, tu sais que cela et tu dis je le garde parce que je l'assume. Ouais, moi je suis plutôt un doueur entre guillemets, je suis dans l'exécution, j'aime ça, donc j'aime, tu vois, et alors je suis déjà un peu en train de me justifier, tu vois, donc le mec qui veut pas évoluer, mais j'ai effectivement ce syndrome de vouloir être connecté avec les différents sujets qu'on a dans la boîte. Je suis capable d'aller dans un niveau de détail qui est assez important, à la fois parce que c'est intéressant, parce que j'ai pas juste envie de mettre en musique le truc, j'ai aussi envie, tu vois, ce que je dis souvent chez Electra, c'est tout le monde est là pour faire, tu vois.
tout le monde doit produire. Et moi, le premier. Donc moi, je fais mes slides, je fais mes trucs, je fais mes pitchs, je suis au charbon, on va en parler. En fait, c'est comme ça que je vis cette intensité. Après, c'est vrai que du coup, ça a des travers aussi, parce que de temps en temps, je peux être trop dans... Je peux aller trop loin dans l'opérationnel et dans l'opérationnel. Donc ça peut être un peu saoulant pour les gens. La bonne nouvelle, tu vois, j'essaie de minimiser ça aussi, peut-être pas faire, mais c'est que je pense que j'ai une personnalité qui est plutôt facile, donc je pense que les gens, normalement, ils me disent les trucs, quoi. Ils me disent, attends, là, t'es dans le détail. Voilà. Donc, mais j'aime ça. J'aime regarder de près ce qui se passe. Je considère que je suis pas la tour de contrôle, machin. J'aime être près des équipes. Je suis assis au milieu d'elles. J'aime produire. J'aime faire. Tu as évoqué le mot charbon. Je vais évidemment te poser la question, puisque c'est la question phare de ce format-là. Tu peux nous donner ta définition d'aller au charbon? Pour toi, ça veut dire quoi, charbonner? Bon, t'as la définition de aller au charbon, mouiller le maillot, se retrousser les manches, mettre des heures au carré, descendre dans la mine, bosser, etc. Il y a ça. Moi, le charbon, pour moi, c'est le fait aussi d'aller ferrailler, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Et ça, c'est un message... Quand j'ai démarré, quand on a démarré avec Antoine Cheers, tout le monde nous disait... Mais attendez, vous allez faire une application d'impression de photos, mais il y a déjà des sites web qui existent. Il y a Photobox, PhotoWeb. Ils ont 1000 personnes, 300 développeurs, ils font 300 millions de chiffre d'affaires. Ils vont faire une appli photo, ils vont vous défoncer, les mecs. Et moi, je leur disais, bah ouais, mais c'est marrant parce que Kodak, il faisait 24 milliards de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est pas eux qui ont pris le marché du web. Donc, à un moment donné, chaque nouvel écosystème, chaque transition, donc dans la photo, c'est très clair, hein, tu avais le monde physique, le labo, ensuite le web et ensuite le mobile. Et nous, on était la 3e génération. Elle a ses codes, elle a ses produits, ses canaux d'acquisition. C'est différent. Et c'est ce qui se passe dans la recharge par rapport au système de distribution d'énergie classique aujourd'hui. Et donc, charbonner, c'est être capable de se dire, ouais, il y a des gros, ils ont de l'argent, ils ont des moyens, mais moi, je vais y aller, en fait. Je vais y aller parce que je sais que on va apporter quelque chose qui est différent. C'est pas essayer de trouver une espèce de réassurance intellectuelle qui consisterait à dire non mais je vais le faire différemment, parce que tu vois, typiquement dans la recharge, beaucoup de gens, et notamment lors de la première levée de fonds en 2021, me disaient mais attends, mais pourquoi est-ce que vous allez vous faire chier, à tirer des câbles, tu vois, à mettre les mains dans un truc très industriel, très opérationnel, et vous ne faites pas juste une surcouche software qui permet de faciliter, machin. Ouais. Et en fait, ça, je trouve que c'est très limité, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller au charbon, d'aller là où c'est difficile, pour ensuite avoir un truc qui a de la gueule, quoi. Ouais, c'est plus dur. Évidemment, c'est plus sympa de se dire non, mais je suis derrière mon ordi, j'ai fait mon truc, c'est un SaaS, j'ai pas trop d'opérationnel. Mais voilà, c'est pas ma vision d'aller au charbon. Ok, hyper clair. Non, mais c'est important aussi d'avoir cet élément-là pour nous, parce que ceux qui nous écoutent aussi ont envie de se projeter. Cet univers-là, ce secteur-là, il n'est pas forcément ultra mis en avant. On parle beaucoup d'électrique, mais les solutions ne sont pas forcément assez mises en lumière. Les solutions apportées... comme tu dis, il y a très peu d'utilisateurs encore. Donc, c'est pas forcément un marché qui va parler à tout le monde. Aujourd'hui, on parle de ça avec Monsieur Tout-le-Monde. Ouais, très bien, c'est électrique, moi, j'ai pas l'argent pour l'avoir. Donc, c'est bien que tu nous expliques un peu ton état d'esprit et ta vision par rapport à ça et ce secteur, et que tu nous précises aussi que on veut avoir le hardware, on veut avoir la bande physique, et on veut aller choper les câbles. Enfin, c'est ça, hein, on va aller choper les câbles, et pas que faire, comme tu dis, la sous-couche d'appli pour dire, bah tiens, tu te plugs avec une borne qui est même pas à nous, on loue le truc. C'est complet, et ça nous permet aussi de comprendre un peu ton état d'esprit, de dire on veut tout gérer chez nous, ce qui permet aussi de délivrer un niveau de qualité sur tous les sujets. C'est ça. On veut fondamentalement, tu vois, réinventer un peu le système, faire un truc rapide, simple, digital, à notre manière. Et pour ça, il faut le revisiter de fond en comble. Et c'est ce qui fait que c'est complexe, mais c'est ça qui est... Tu vois, la promesse d'Electra, c'est tu viens chez Electra, ça va être facile, simple et rapide. Et donc, pour assurer ça, tu es obligé de traiter les problèmes là où ils sont, c'est-à-dire en grande partie sur la connectivité, les bornes, la connexion au réseau.
c'est plein de trucs très opérationnels. Je pourrais écrire un bouquin sur le nombre de situations qu'on a, sur le day-to-day de ce que c'est, tu vois. C'est con, mais c'est la poubelle sur la station pour que, voilà. C'est le fait de mettre des poteaux pour éviter que les gens y reculent, ils se prennent la borne. C'est le fait de leur mettre un toit parce que s'il pleut, si machin. C'est plein de trucs comme ça. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime ce détail. C'est l'expérience utilisateur, c'est une somme de petits détails qui font une grosse différence à la fin, qui font qu'à la fin, tu vas te dire « Ah ouais, Electra, putain, ils sont forts. Ils ont pensé à tout ça. » C'est drôle parce qu'on sent vraiment ton côté product friendly. On sent qu'il y a et je pense que le côté un peu marketeur, etc., ressort un peu sur le produit. C'est avant tout le produit qu'il faut travailler, l'expérience. Et c'est parfois un peu ce qui manque au final sur certaines solutions ou certains outils, de se dire, bah tiens, comme tu dis, j'ai fait mon SaaS, il vit tout seul, il est pas très cher et il va se vendre tout seul. Non, si c'est un enfer à utiliser, si on a la main sur rien, c'est un peu l'enfer. Donc on ressent ce côté un peu product et que tu aimes bien ça et que c'est là où tu t'éclates, j'ai l'impression un peu plus. Ouais, moi j'ai, tu vois, de manière un peu paradoxale, j'ai pas forcément une âme de sales dans le sens où je peux pas vendre plein de trucs, tu vois. Tu vends le bon produit. Et je me dis, si on fait un produit d'une tellement bonne qualité, bah c'est plus facile de le vendre parce qu'en fait, t'es fier de ce que t'as fait et le sentiment d'appartenance des gens dans la boîte, il est décuplé par le fait de se dire, ouais, on est fier, tu vois, d'avoir fait un beau produit. Je pense que ça, c'est, en termes de motivation, de driver pour les gens, tu me parlais de 160 personnes, la culture d'entreprise et tout, ça, c'est très, très puissant. C'est le fait de se dire, ouais, on fait un truc bien, on fait un truc qui a une mission, la transition énergétique, et aussi on est fier de notre produit. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça fait que les gens, ils sont beaucoup plus investis. Aurélien, on arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 6 prochains mois et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 6 prochaines années? Dans 6 ans, on vous voit où? Bah, c'est une bonne question. C'est bien de regarder court, moyen, long terme. Dans 6 ans, on est à peu près à la fin de la décennie, donc tu n'as plus 900 000 voitures électriques en France, tu en as à peu près entre 6 et 8 millions, on va dire 7 millions. Donc tu passes d'un truc qui est embryonnaire, où tu sors dans la rue, tu as 2% de chance d'avoir quelqu'un qui a une voiture électrique, à quelque chose qui est beaucoup plus installé. Et c'est à ce moment-là que nous, il faut qu'on soit un réseau fort, maillé, en France, mais aussi dans plein d'autres pays où on est en ce moment. Et ça, je pense que dans un monde électrifié, si on peut avoir ce rôle-là, d'être un des réseaux majeurs dans les plus grands pays, on va dire, d'Europe de l'Ouest, c'est génial. Pour nous, en tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne. Et je pense qu'on est sur la bonne trajectoire. Et dans 6 mois, bah, faut prendre l'escalier, faut charbonner, faut pas y arriver tout de suite comme ça. Et bah, il faut mettre en place tout ce qu'il faut, toute la recette, tous les ingrédients, pour que dans chaque pays, on puisse connaître un peu la même trajectoire que ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire aligner la capacité financière, opérationnelle, produit, tech. Il y a plein de choses, tu sais, c'est un 110 mètres haies. Et dans toutes les boîtes, en fait, c'est comme ça. Dans toutes les boîtes, il n'y a pas de « Ah, j'ai l'idée magique ». Si tu veux être fort en exécution, il faut bien maîtriser tous les bouts de la chaîne. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui marche pas, bah, la chaîne, elle est cassée dans son ensemble, quoi. Parce que l'utilisateur, il s'en fout que ce soit le software ou que ce soit la borne qui marche pas. Il voit juste que le truc, il marche pas. Donc bref, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre ça en place. C'est ce qu'on fait en Belgique, en Italie, on est très avancé. Et ce qu'on est en train de faire dans d'autres pays. Donc ça, c'est l'objectif des 6 mois, et pas que des 6 mois, d'ailleurs, je pense des 18 mois à venir au moins. On va suivre ça, on va suivre l'aventure Electra. Merci Aurélien déjà d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous dans ce podcast Charbon, qui, je le rappelle, est toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est, que tu connais bien. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés et regardés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.